J'ai aussi un intérêt dans le sujet des maladies comme la démence du type d'Alzheimer. Je travaille aussi à l'Action Marguerite, au site River Road, l'ancien foyer Valette, sur l'unité des démences. Alors, depuis plus d'une douzaine d'années, je travaille avec des patients, des résidents à l'Action Marguerite qui souffrent de démence. Tu peux parler plus fort? Oui, je peux parler plus fort en arrière aussi. Oui. Parfait. Alors, depuis une douzaine d'années, je travaille avec des gens qui ont des démences à l'Action Marguerite, souvent en stage avancé. Dans ma pratique au centre de santé, je vois souvent des gens au début de leur maladie. Et c'est une belle occasion aujourd'hui de jaser avec vous au sujet des démences, l'Alzheimer et les autres maladies dans cette famille-là, et de parler un peu de comment ça se présente, comment ça se développe, à quoi on peut s'attendre, et toutes sortes de questions souvent un peu difficiles à gérer quand on a un membre de famille avec des démences. Peut-être avant de commencer, je serais intéressé de savoir autour de la salle si vous venez parce que vous-même vous avez une inquiétude, ou vous avez un parent, ou un époux, ou une épouse, ou un autre membre de famille avec des démences, ou c'est simplement une question de je m'intéresse. Alors, ce serait intéressant à savoir. Et ça va peut-être nous permettre aussi de répondre à vos questions au courant de la session aujourd'hui. Ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va discuter les différents types de démence. On va discuter de l'évolution de la maladie d'Alzheimer en particulier, mais aussi les autres. On va parler des stratégies pour gérer les démences. On va parler des médicaments. On va parler de comment on gère les choses dans l'environnement, comment on interagit pour être plus efficace. On va parler de ça. Ma présentation, elle a été développée à partir du travail de Dr. David Strang. David Strang, c'est le chef du département de gériatrie à l'Office régional de la santé de Winnipeg. Il fait beaucoup de travail dans ce domaine-là et on a la chance de collaborer régulièrement. Peut-être on va commencer. C'est quoi la démence? Parce qu'on mélange souvent des choses. Quand on parle de démence, on parle souvent d'Alzheimer, mais c'est plus que l'Alzheimer. Alors, la démence, c'est un syndrome. C'est quoi un syndrome? Un syndrome, c'est une constellation de symptômes. Et les symptômes qui incluent la perte de mémoire, perte de jugement et de raisonnement, et des changements de comportement ou d'humeur. Alors, une variété de choses qui tombent dans cette soupe. Et on va en parler de ça. C'est exactement comment ça se présente. Et ça affecte le fonctionnement au niveau du travail, au niveau social et des habitudes quotidiennes. Alors, qu'est-ce qui peut causer des démences? Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont traitables. Alors, on appelle des choses réversibles. Alors, des conditions de santé comme la dépression chez une personne âgée peut se présenter, ça a l'air comme de la démence, mais ce ne l'est pas exactement. Des troubles de thyroïde, des troubles reliés à des infections ou encore à des médicaments. Alors, des fois, on voit des gens qui se présentent avec des troubles de mémoire. On revoit leurs médicaments et leur mémoire s'améliore. Alors, ça nous dit que s'ils présentaient, ce n'était pas totalement une démence. Ça pourrait être un début, mais amplifié par les médicaments. Mais ça peut être aussi par des choses qui peuvent être dues à des dommages aux cellules nerveuses du cerveau, et dont l'Alzheimer, dont les accidents vasculaires cérébraux, dont une autre série de conditions. Dans une question, pourquoi le trouble de la thyroïde affecte la mémoire? Ah, bonne question. Alors, la thyroïde, c'est une glande dans le cou. C'est notre thermostat du corps. Quand le thermostat est trop bas, les choses vont au ralenti. Alors, le cerveau va au ralenti, mais aussi, les gens vont dire j'ai la peau sèche, je me sens fatigué, j'ai pas d'énergie, je mets du poids. Alors, c'est que l'hormone, la thyroïde, quand il y en a pas assez, ralentit tous les processus dans le corps. Alors, si la démence était causée par des problèmes de thyroïde, une fois que la thyroïde est balancée, les symptômes de démence devraient être... Elles sont renversées. OK. Et tout comme certaines déficiences. Alors,
Des fois, les gens présentent avec des pertes de mémoire, la fatigue, et on fait une série de tests sanguins, puis on trouve des déficiences comme la déficience en vitamine B12, une vitamine importante, et on remplace la B12 et beaucoup des symptômes disparaissent. Alors, c'est très important et on va parler des tests qu'on devrait faire avec les gens qui se présentent avec des troubles de mémoire. C'est fréquent, la démence? Ça, c'est la fréquence de la démence au Canada. Alors, si on regarde dans une population de 65 à 74 ans, 1 dans 50 a des troubles de démence. 2 % de la population dans ce groupe d'âge. À mesure qu'on vieillit, ça accélère. De plus en plus de personnes ont des troubles de mémoire, au point où, quand on arrive 95 ans ou plus, 50 % des gens ont des troubles de mémoire. Pas de la même sévérité nécessairement. Alors certaines personnes, ça peut être très, très léger, et à d'autres personnes, ça peut être très avancé. Mais le fait de vieillir est un facteur très, très important dans le développement des troubles de mémoire. On va en parler de pourquoi. Au Canada, ça c'est des statistiques en 2008, on disait que 480 000 Canadiens sont diagnostiqués avec des démences. Et à mesure que la population vieillit, on s'attend que ce nombre-là va beaucoup, beaucoup augmenter, au point où par 2038, on s'attend que plus d'1 million de personnes au Canada vont avoir des troubles de démence. Et ça, c'est un problème très, très important, parce que ça prend beaucoup de ressources pour prendre soin des gens qui ont des troubles de mémoire. On dit que l'impact présent, en 2008, ça coûtait à peu près 15 milliards de dollars au Canada offrir des services. Et que par le temps qu'on arrive à 2038, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Alors, en partie parce que ça prend beaucoup de temps de professionnels de la santé, ça prend beaucoup d'aide à la maison, ça prend, dans les stages avancés, des établissements de soins de longue durée pour appuyer ces personnes-là. Alors, c'est un grand problème au niveau canadien. C'est quoi l'Alzheimer? Comment ça différencie d'une démence? Les démences, c'est une grosse catégorie. L'Alzheimer, c'est à peu près 2/3 de ce qu'on appelle démence, c'est de l'Alzheimer. C'est la forme la plus commune de démence au Canada et au niveau mondial. Elle est particulière parce qu'elle se présente graduellement, le type d'Alzheimer. Et c'est une perte graduelle, mais continuelle de la mémoire, du jugement, de la capacité à penser et raisonner, qui affecte la capacité à faire les choses jour au jour. Ça, c'était M. Alzheimer. Alois Alzheimer, c'était un psychologue à Breslau. Il était le premier à aller décrire le type d'Alzheimer. En 1907, il parle d'un bonhomme de 57 ans. Les démences existaient bien avant que M. Alzheimer l'écrit, mais c'est le premier qui le décrit dans les journaux. Et donc, par la suite, il y a eu beaucoup de recherches pour aller identifier, qu'est-ce qui se passe? Et on a identifié que l'Alzheimer, c'est un problème au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, ce qui arrive, c'est que ça, c'est un cerveau normal, mais quelqu'un avec un Alzheimer avancé, il y a une diminution du volume du cerveau, on perd de la matière. Et si on regarde au niveau microscopique, on a des changements. Il faudrait qu'on ait un nuage par-dessus de la cervelle. Oui. Les autres types de démence, et on va en parler brièvement de toutes les autres au courant de la session, il y a les démences vasculaires. Alors, des gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux, des strokes, eux autres aussi ont des pertes de mémoire. C'est différent de l'Alzheimer parce que ça se déclare soudainement et ça change en bloc. Il y a un autre type de maladie qu'on appelle la maladie de Lewy body, une maladie de Pick, une démence frontotemporale. Il y a quelque chose appelé Creutzfeldt-Jakob qui est assez rare, maladie de Huntington.
il y a aussi d'autres conditions qui donnent des troubles de mémoire. On voit dans des troubles comme le Parkinson. Revenons à l'Alzheimer. C'est une dégénération progressive et irréversible au niveau des cellules du cerveau. Si le dommage dans les cellules s'accumule graduellement avec le temps. Et si on regarde sous le microscope, ce qu'on voit, c'est que les cellules nerveuses se dégradent, elles détériorent. Et malheureusement, à ce point-ci, on n'a pas de traitement pour renverser ces dommages-là. Alors, si on fait le cerveau de quelqu'un avec une démence, on verrait que son volume est beaucoup diminué. On voit qu'il y a beaucoup d'espace vide. Et ça, c'est parce que le tissu du cerveau s'est contracté. Quand on parle d'Alzheimer, il y a deux types. Il y en a peut-être plus, mais en ce moment, on décrit deux grandes catégories. On parle de la forme la plus fréquente qui affecte les gens à mesure qu'ils deviennent de plus âgés. Et c'est une forme sporadique. Mais il y a une deuxième forme qu'on appelle une forme familiale. Alors, des gens, habituellement en jeune âge, des gens dans leur cinquantaine, qui présentent avec des troubles de mémoire. Et ceux-là ont des composantes génétiques. La forme sporadique, c'est la plus fréquente, 95% des types d'Alzheimer. C'est une forme qui peut affecter pas mal n'importe qui. Et c'est souvent ces personnes-là peuvent avoir ou peut-être n'ont pas un trouble de mémoire dans la famille. Alors, si quelqu'un a une tante ou un parent qui a eu la maladie d'Alzheimer dans leurs 80, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir eux-mêmes. Mais si quelqu'un a eu un membre de famille qui a commencé à avoir une maladie d'Alzheimer dans leurs 50, ça c'est différent, on s'inquiète un peu. C'est exactement ça. Alors la famille, la composante familiale, les gens qui développent ça en jeune âge, c'est 5 à 10 des cas de démence. Et on a identifié que dans cette population-là, dans le code génétique, il y a des gènes anormaux. Alors, ils transmettent la maladie, 50% de chance à un enfant. Et on a même développé maintenant des tests génétiques pour aller identifier ces personnes-là. S'il y a quelqu'un qui a dans la famille, quelqu'un en jeune âge qui a développé une démence, ou qu'il y a plusieurs personnes dans la même famille qui ont développé des démences en jeune âge, on parle de cinquantaine, peut-être début soixantaine, souvent ça vaut la peine de parler à un médecin pour aller voir s'il y a un lien génétique. Et on peut aller tester pour voir le risque de développement. On travaille encore à identifier la cause exacte de la maladie d'Alzheimer. Il y a énormément de recherches dans ce domaine-là. Mais on pense que c'est probablement dû à une combinaison de choses. Il n'y a pas une seule clé qui nous dit pourquoi quelqu'un développe une maladie d'Alzheimer. C'est probablement une combinaison de facteurs héréditaires. Alors, on est peut-être prédisposé à cause de notre génétique, mais il y a peut-être des déclencheurs au niveau de l'environnement ou au niveau de notre santé elle-même qui font en sorte que ça déclenche. On a quand même identifié certaines choses au niveau de la science qui nous aident à expliquer le pourquoi ça se développe. On a identifié quelque chose appelé P-amyloid, qui est une protéine qui s'accumule dans le cerveau des gens qui ont des maladies d'Alzheimer. Et ce qu'ils font, c'est que ça dépose des plaques et des motons. Et ces choses-là viennent ensuite défaire la fonction normale du cerveau. Alors, on décrit des plaques quand on regarde. Et aussi, on accumule d'autres choses, des protéines qui s'appellent tau. Et eux autres développent des motons qui ont l'air comme des motons de cheveux, qu'on appelle tangles. Alors, toutes ces choses-là viennent affecter comment le cerveau peut gérer l'information. On n'est pas clair
Pourquoi les gens développent des plaques d'amyloïde et encore des protéines tau, ça, on n'est pas encore là. Il y en a qui disent, ben, c'est peut-être pas la cause, c'est juste quelque chose qui arrive en même temps. On pense qu'il y a probablement un processus d'inflammation dans les tissus du cerveau qui font en sorte que le tissu devient alors. Question Oui. à ce sujet-là. Oui. Si un membre de famille en bas de 60 a un problème relié à sa chose d'hémorroïde, Oui. est-ce que, d'après ce que vous avez dit, il y a des chances qu'un frère ou une sœur pourrait avoir le même problème ou c'est totalement pas réduit? Alors, bonne question. Si quelqu'un est en jeune âge, on va dire que tu as un frère ou une sœur qui, dans ses cinquantaines, développe des troubles de mémoire et on dit une démence d'Alzheimer, on s'inquiète toujours qu'il y a un facteur génétique. S'il y avait dans ta famille 2 ou 3 personnes qui développent des démences dans leur cinquantaine, début soixantaine, souvent on dit il y a peut-être un facteur génétique là-dedans. On peut aller faire des tests génétiques et identifier sur certains gènes des facteurs qui nous disent qu'il y a une probabilité d'association avec la démence. Et on peut ensuite aller prédire le risque de développer des démences en jeune âge chez d'autres membres de la famille. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être, peut-être pas. On n'a pas de traitement, on n'a rien pour renverser la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une autre protéine qu'on voit au niveau de la recherche. On regarde en particulier une protéine qui s'appelle tau. Et la protéine forme des tubes dans les cellules dans le cerveau qui transportent des produits. Et dans la maladie d'Alzheimer, ces protéines-là ne fonctionnent pas bien. Ils sont déformés et ça fait en sorte que les cellules fonctionnent moins bien. On pense que ça, c'est peut-être un des facteurs ici. Et on regarde, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour s'assurer que ces protéines-là restent fonctionnelles et qu'on ne développe pas ces problèmes-là. Alors, c'est un domaine prometteur. Qui est à risque de développer de l'Alzheimer? On sait que les gens qui ont une histoire familiale jeune vont avoir un risque. Si quelqu'un a un membre de famille avec une démence de type Alzheimer, ça augmente, et que ce n'est pas la forme génétique, ça augmente un tout petit peu le risque. Mais il y a d'autres facteurs. Le plus vieux, plus on avance en âge, plus notre chance d'avoir des troubles de mémoire existe. Alors, ça, c'est probablement juste le fait de vieillir. Le cerveau lui-même vieillit et il fonctionne moins bien. Il y a des choses qui nous protègent. Si on a fait des études avancées, si on a été à l'école, si on parle plus qu'une langue, on a des facteurs protecteurs. Alors, ça nous dit qu'en jeune âge, plus on fait travailler notre cerveau, le plus de connexions qu'on peut faire dans notre cerveau, ça nous protège en âge avancé contre les démences. Très, très intéressant. Il y a une belle petite étude à Toronto qui s'est faite dans les dernières années où ils regardaient les gens qui parlent deux langues, les gens bilingues, retardent leur développement d'Alzheimer. Ça ne prévient pas, mais en général, ils sont à peu près, ils sont retardés d'à peu près 4 ans. Alors, c'est un beau cadeau à faire à d'autres personnes de leur donner une autre langue, parce que ça leur donne plus de temps avant de développer des troubles de mémoire en âge avancé. Alors, ça nous dit qu'est-ce qu'on fait dans le jeune âge. On sait que des gens qui ont eu des traumatismes crâniens ont plus de chances d'aller développer des démences. Alors, les joueurs de football, les joueurs de hockey, des gens qui ont eu multiples accidents de voiture, où on va cogner le cerveau, ces personnes-là ont plus de risques d'aller développer des troubles de mémoire plus tard dans leur vie. Alors, très, très important. Les gens qui ont des maladies de Down développent des troubles de démence en jeune âge. Et la raison, c'est qu'on trouve des choses très, très similaires quand on regarde le tissu des cerveaux de gens avec Down. Ils ont des plaques amyloïdes. Alors, on pense qu'il y a quelque chose qui se passe
de la maladie de Down, ce qui fait en sorte qu'ils développent sont plus sujets à développer des maladies de cet Alzheimer. Et on pense qu'il y a probablement des facteurs dans l'environnement. Il y a eu beaucoup de recherches à savoir, est-ce qu'il y a un lien avec l'aluminium, ou le mercure, ou variété d'autres facteurs dans l'environnement. Et il y a probablement, le lien exact reste encore à définir. L'autre type de démence qu'on voit, et qui sont assez fréquentes, c'est les démences de type vasculaire. Alors, ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ou le stroke. Et ça, c'est une interruption soudaine de la circulation au cerveau. Et qu'est-ce qui arrive quand on arrête la circulation du tissu? C'est que le tissu derrière essentiellement meurt et ne fonctionne pas par la suite, si l'interruption est trop lente. Quand ça arrive là, on perd un morceau de tissu. Qu'est-ce qui cause ça? C'est quand on développe des plaques dans les vaisseaux sanguins dans le cerveau. Qu'est-ce qui cause les plaques? C'est des troubles de cholestérol, fumée, du diabète, ou encore des choses qui développent des cailloux qui vont vers le cerveau. Donc, les gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, en fait, fibrillation auriculaire, ont plus de risques à faire des strokes parce qu'ils peuvent envoyer des petits motons de cailloux de sang au niveau du cerveau qui peuvent bloquer la circulation du cerveau. La mort de tissu fait en sorte que le cerveau ne fonctionne pas normalement. Et on parle de gens qui ont des démences vasculaires, c'est ce qu'on appelle des détériorations étape par étape. Alors, tout va bien et soudainement, ils ont un changement, ils ont un stroke, et par la suite, les choses stabilisent et peut-être 2 ans plus tard, ils développent un autre stroke, perdent un autre moton de cerveau, leur fonction diminue. Alors, au lieu de maladie d'Alzheimer qui va graduellement, les démences de type vasculaire vont comme ça, des changements rapides. Peuvent être accompagnés d'une perte de fonction. Une partie de ça, c'est réversible. Alors, des fois, les gens qui ont un changement soudain, ils se présentent à l'hôpital, on peut leur donner des médicaments qui font dissoudre les blocages au niveau des vaisseaux sanguins, et on peut renverser une partie du problème de circulation, et on ne perd pas autant du tissu du cerveau. Alors, il y a des interventions qu'on peut faire sur les gens qui présentent avec un stroke s'ils rentrent à l'hôpital rapidement. D'autres symptômes, à part des faiblesses, les gens peuvent avoir des troubles de vision soudains, des troubles à parler soudains. C'est peut-être des choses qu'il y a une interruption au niveau de la circulation. Comme un CT scan. Alors, si on fait un CT scan, une grosse machine en radiologie, on va prendre des images du cerveau, et les gens qui ont des strokes ont des changements au niveau de la couleur du tissu. Alors, on voit des espaces blancs au lieu d'être la couleur normale. C'est que c'est du tissu qui a été endommagé par une perte de circulation. Alors, ceci, cette façon-ci, on est plusieurs. Alors, c'est un test qu'on peut faire. Ça doit être fait à l'hôpital. Mais ça nous donne une idée de ce qui se passe. Alors, on a parlé un petit peu des combinaisons. Pour réduire le risque, on veut contrôler la pression sanguine, on veut contrôler le cholestérol, on veut contrôler le diabète, on veut que les gens arrêtent de fumer. Et on veut utiliser de l'aspirine ou des antiplaquettaires pour prévenir d'autres strokes pour les gens qui n'ont. L'autre type de démence qu'on voit, c'est quelque chose appelé démence à corps de Lewy. C'est relié à l'Alzheimer Parkinson. C'est similaire à l'Alzheimer, mais ils sont un peu spéciaux, les gens qui ont des démences à corps de Lewy. C'est que leurs symptômes fluctuent beaucoup. Alors,
Ils vont être très bien pendant la journée, mais en soirée, c'est beaucoup moins bien. Ils vont avoir des hallucinations qu'on ne voit pas normalement dans l'Alzheimer. Et ils vont ressembler à du Parkinson. Ils vont avoir des tremblements, ils vont avoir des difficultés à marcher. Ces personnes-là répondent différemment à des médicaments. Et on veut les identifier parce qu'on a des traitements un peu plus particuliers pour eux. Souvent, le gros problème, s'ils ont beaucoup d'hallucinations, ils peuvent avoir beaucoup de détresse. Frontotemporal. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de Pick. C'est nommé M. Pick. Ce type de démence-là se présente souvent avec des changements de comportement. Alors, eux autres, leur problème, c'est surtout la partie frontale du cerveau. Et ils ne se présentent pas souvent avec des grandes pertes de mémoire, mais c'est leur fonctionnement. Alors, c'est des gens qui négligent leur hygiène, ont des problèmes de comportement ou des comportements bizarres. Ils ont des problèmes à interagir avec d'autres personnes. Alors, ce type-là est un peu différent. Et c'est surtout des problèmes de comportement plutôt que des problèmes de mémoire. C'est juste la partie du cerveau qui est affectée, qui est différente. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un a une démence? Des changements dans ce qu'on appelle les habiletés cognitives. Alors, ça, c'est la capacité de penser, de raisonner, de solutionner des problèmes. Ça, c'est affecté. On a des changements au niveau de l'humeur. Alors, on peut être fâché, content, frustré plus facilement. Des changements de comportement. Alors, faire des choses qui pourraient paraître bizarres. Et il peut y avoir des changements dans la fonction motrice, alors la capacité de bouger. Quand on parle de capacité cognitive, ça se présente comment? C'est la difficulté de penser, de se souvenir et de communiquer. Alors, ce qu'on voit, c'est la difficulté à apprendre de nouvelles choses. Alors, les gens qui ont de l'Alzheimer ont souvent un problème de mémoire court terme. Alors, on va jaser de quelque chose, mais le lendemain, on ne se souvient pas de quelque chose. Alors, ça, c'est typique de l'Alzheimer. Ou encore la difficulté à prendre des décisions, c'est que les processus au niveau du cerveau fonctionnent moins bien, donc ils ne savent pas quoi faire, comment faire, ils cherchent de l'aide. Les premières choses que les gens vont identifier, c'est la difficulté à se souvenir des noms, pas savoir où ils se retrouvent, commencer quelque chose, d'être distrait et d'oublier qu'on avait commencé quelque chose. Certaines de ces choses-là, ça peut être normal pour les gens à mesure qu'on vieillit ou qu'on est distrait. Ça arrive à tout le monde de oublier le nom de quelqu'un. C'est bon que vous dites ça. Okay. Pas tout le monde qui oublie un nom C'est vrai. a de l'Alzheimer ou on va développer. Okay? Il y a beaucoup de bonnes raisons pourquoi on oublie des petits détails, on oublie un rendez-vous. C'est souvent parce qu'on est distrait et on n'a pas pris le temps à aider notre cerveau à aller stocker cette information-là. Alors, à partir de ça, ça peut être normal. Ça peut être normal d'oublier des petits détails, des petites choses. C'est quand ça devient quelque chose qui est journalier et que ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus de choses qu'on oublie et que ça commence à affecter la manière qu'on peut fonctionner à tous les jours, que là, on parle de démence. Alors, on regarde la progression. Perdre les choses, se répéter, oublier des rendez-vous, en dépit de l'appel, ce genre de choses-là, on voit. Mais ce qui distingue l'Alzheimer, c'est que c'est progressif. Avec le temps, ça se remplit. Et ça devient de plus en plus difficile pour les gens à fonctionner sans avoir de l'aide. Vous
beaucoup de gens vont dire, ben, pourquoi est-ce que quelqu'un est capable de se souvenir des détails dans le passé comme si c'était hier? Ça arrive souvent. Les gens avec Alzheimer, ils vont se souvenir leur numéro de téléphone il y a 20 ans, mais ils ne vont pas se souvenir leur numéro de téléphone aujourd'hui. C'est que les mémoires dans le passé sont codées différemment et ils sont là depuis plus longtemps et ils sont bien stockés. Alors, c'est rare qu'une personne d'Alzheimer va oublier des choses dans leur passé quand ils travaillaient ou la vie de leurs enfants au début de la maladie. Avec le temps, ils vont perdre de plus en plus de mémoire. Incapables de faire des tâches simples. Alors souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont dire ça c'était quelque chose que j'étais capable de faire, mais je ne suis plus capable de le faire. Et encore des choses, si c'est des choses qu'ils ont appris plus tard dans leur vie, ils vont le perdre plus vite. Alors la perte de mémoire est ce qu'on appelle le rétrograde. Alors, les choses qu'on a apprises plus récemment vont être perdues plus vite. Et les choses qu'on a apprises plus tôt dans notre vie, on va les conserver plus longtemps. Difficulté à savoir ce qui est dit ou à se faire comprendre aussi, ça fait partie de ça. Ce qu'on voit, quelque chose appelé l'apraxie. Ça, c'est la difficulté à compléter des actions complexes. Alors ça, c'est un des tests qu'on utilise en clinique pour voir ça. C'est qu'on demande à quelqu'un d'aller dessiner quelque chose. Ils ont des difficultés à faire ce travail. Alors, à la maison, comment ça se présente? C'est que les gens n'arrivent plus à utiliser leurs appareils ménagers. Les micro-ondes ne sont plus capables, ça ne peut plus commencer. Plus tardivement, dans les phases avancées, les gens ont de la difficulté à faire des tâches journalières, comme cette vie. Ils ne savent plus comment faire, fermer la ceinture éclair, mettre des boutons, se laver, ce genre de choses. On voit aussi quelque chose appelé agnosie. Ça, c'est la difficulté à reconnaître des visages ou des objets familiers. Alors, ils vont voir quelqu'un et ils ne vont pas savoir qui ce que c'est. Ou ils ne vont pas être capables de nous dire quelque chose. Alors, on va leur présenter un stylo et on va dire « c'est quoi ça? » Leur tête va dire « je sais que c'est un stylo, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelle. » Et ça, c'est parce que le visuel est dans une autre partie du cerveau que le vocabulaire et les connexions ne se font pas. Alors, c'est une des choses qu'on voit avec la maladie d'Alzheimer. L'extrême, dans les phases avancées, c'est que les gens se reconnaissent même plus dans le miroir. Ou ils interprètent que c'est quelqu'un de différent. Alors, en foyer, on voit souvent ça. Les gens vont dans la salle de bain, ils voient le miroir, ils se fâchent parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un d'autre. C'est que leur cerveau n'est plus capable de se reconnaître eux-mêmes. Alors, souvent, on doit enlever le miroir pour que ça cause moins de détresse. Alors, ça, c'est l'extrême. Aphasie, c'est ce qu'on appelle la capacité à communiquer au niveau langagier. Pas capable de trouver les mots. Alors, c'est ce qu'on appelle l'aphasie expressive. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose, mais ça ne sort pas. Ou encore, ils vont utiliser des façons détournées pour dire quelque chose. Ou encore, ils vont utiliser le mauvais mot pour dire quelque chose. Ils veulent dire une chose, mais ils utilisent d'autres mots. C'est que le cerveau, au niveau de la partie qui contrôle le langage, fonctionne moins. Et il y a aussi l'aphasie réceptive. Ça, c'est la difficulté à comprendre. Alors, on va jaser de quelque chose, mais ils ne reconnaissent pas certains mots, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Ou on parle
d'un sujet et il n'arrive pas à décoder le message. Ça aussi, ça s'aggrave à mesure que la maladie avance. Alors, souvent, on doit utiliser du langage plus simple avec le temps. On doit aller plus lentement, utiliser des phrases plus courtes ou encore utiliser une combinaison de langage et du visuel pour passer un message. Alors, ça, c'est aussi une composante. Pas tout le monde avec l'Alzheimer développe toutes les choses en même temps ou la même sévérité. Alors, on peut avoir un Alzheimer que leur langage est très, très adapté, mais que la capacité de voir et de reconnaître des choses est très bonne. Ça dépend de dans quelle partie du cerveau il y a plus de maladies. Ça, c'est de l'aphasie. L'extrême de l'aphasie, c'est que les gens arrêtent totalement de parler. Alors, l'extrême de l'Alzheimer, c'est que les gens ne communiquent plus du tout. Ils deviennent muets. Les changements d'humeur. Alors, notre humeur, c'est une bonne humeur, de mauvaise humeur, on est fâché, on est content. C'est notre cerveau qui contrôle ça. Avec l'Alzheimer, on peut voir une variété de choses. Mais souvent, les gens peuvent devenir tristes. Très fréquemment, ce qu'on voit en clinique, c'est quelqu'un qui vient parce que quelqu'un reconnaît qu'ils sont toujours tristes. Ils n'ont jamais été tristes du tout dans leur vie et on pense que peut-être maman ou ma tante elle est déprimée. Mais ça peut être la première phase de l'Alzheimer. C'est un changement d'humeur. Ça peut être aussi qu'ils deviennent plus retirés, moins animés. Les gens vont dire flat. Alors, ils ont moins de changements de l'humeur d'expression. Ça peut aussi faire partie de l'autre extrême, c'est de se fâcher plus rapidement, d'être en colère, d'être frustré, ou d'avoir des peurs exagérées. Alors ça, c'est une autre chose qu'on voit souvent, c'est que quelqu'un devient obsédé avec quelque chose, ça peut faire partie d'une démence, ou ils ont une peur excessive de quelque chose. Ils pensent qu'un voleur va venir dans leur maison voler quelque chose. Ils ont une croyance que quelque chose se passe, mais que leur cerveau n'arrive plus à raisonner que ça, c'est exagéré. Et je ne devrais pas m'inquiéter de ça. C'est un phénomène qu'on voit assez souvent. Les comportements qu'on voit souvent chez les gens avec des Alzheimer, marcher en rond, des actions répétitives, répéter des choses, cacher des choses, constamment chercher des choses, c'est des choses qu'on peut voir tous les jours, se déshabiller quand c'est pas le temps. On peut voir des troubles de sommeil, être réveillé à des mauvais temps, renverser le jour et la nuit, des fausses croyances. Si les gens peuvent être physiquement agressifs aussi, alors si le niveau émotionnel varie beaucoup, s'ils ont des fausses croyances, on peut voir de l'agression physique. Sacrer quand quelqu'un n'a jamais sacré, s'alimenter excessivement, ce qui est souvent difficile en foyer, on voit des comportements sexuels inappropriés. Alors ça, c'est le cerveau n'est plus capable de gérer une impulsion, une émotion. Et des choses que quelqu'un ne ferait jamais, tous les coups sans faire. Hallucination dans certains types de démence, mais pas toutes. Ça va? Alors, les comportements dans les démences, ça peut être une exagération de comportements existants ou ça peut être des comportements, des choses que les gens ont jamais fait. Et on dit que c'est important de se rappeler que ce n'est pas des choses intentionnelles. Alors, parfois, surtout si quelqu'un est physiquement agressif à la maison, il
faut se rappeler que c'est leur cerveau qui est plus capable de fonctionner, de gérer l'émotion. C'est pas parce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose. C'est causé, c'est la maladie qui fait en sorte que le cerveau fonctionne. Au niveau des habiletés physiques, ou des habiletés fonctionnelles, ce qu'on voit, les premières choses, c'est difficulté à faire des choses comme conduire l'automobile, cuisiner. Une des choses les plus difficiles, une décision plus difficile à faire, c'est de savoir si quelqu'un devrait arrêter de conduire leur voiture. Il arrive à un point dans la démence où les gens n'ont pas l'attention nécessaire, n'ont pas les réflexes pour, de façon sécuritaire, conduire une voiture. Mais souvent, ils n'ont pas ils sont pas prêts à laisser ce privilège de conduire. C'est vraiment un privilège. Alors ça plus tard, des choses plus simples, les gens ont difficulté à s'habiller, s'alimenter, se laver. Alors, des fois, quand on arrive en foyer, les gens ont souvent besoin de multiples soins pour faire ces choses-là. Éventuellement, ça s'étend à des fonctions de base, difficulté à contrôler les urines et les selles dans l'Alzheimer très, très avancé. Les diminutions de mobilité. Alors, il arrive dans les phases avancées que les gens tout simplement arrêtent de marcher. Ils ne savent plus comment marcher. Leur cerveau n'est plus capable de coordonner cette activité-là. Comment ça évolue? Bien, dépendant du type de démence, ça peut être lent, ça peut être rapide. Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Une des choses qu'on voit généralement, c'est si quelqu'un a une démence à un jeune âge, ils ont tendance à évoluer plus rapidement que quelqu'un qui est dans ses 80-90. Si tu commences dans tes 80 à perdre la mémoire, ça va habituellement très, très rapidement. Certains types de démence progressent plus rapidement aussi. Alors, les maladies qui ressemblent à du Parkinson, comme la maladie de Lewy body, ont tendance à fluctuer plus rapidement. L'évolution. Alors, certaines personnes vont progresser rapidement, détériorer rapidement. Pour la plupart, dans l'Alzheimer classique qui se développe dans les gens de 70, 80, 90, c'est une détérioration lente et progressive. Et donc, on peut souvent soutenir les gens à la maison pour un bon bout de temps, avant qu'ils deviennent dépendants de plus de services. Tôt ou tard, toutes les démences, s'il n'y avait pas d'autre chose qui interférait, évolueraient vers une dépendance complète. Souvent, on voit des besoins de soins 24 heures par jour dans les stages très, très avancés. Mais bien avant ça, on a besoin souvent des soins à domicile ou encore des foyers. Le quand dépend d'une variété de choses. Quand est-ce que quelqu'un a besoin d'aller dans un foyer? On demande souvent ça. Et il n'y a pas de réponse magique sur ça. Le quand quelqu'un a besoin d'aller en foyer dépend un peu des comportements et des problèmes qu'on rencontre. Alors, si quelqu'un est debout toute la nuit, marche un peu partout, sort de la maison, ça, c'est plus difficile à contrôler. Il y a des grands risques à garder quelqu'un à la maison. Mais si quelqu'un, c'est juste qu'ils ont besoin de l'aide, on va les garder à la maison plus longtemps. Si l'époux, l'épouse ou membre de famille n'ont pas une bonne santé, ils ne sont pas capables de prendre soin, ça va peut-être accélérer aller vers un foyer. Alors, même avant d'aller dans un foyer, souvent les gens vont migrer vers d'autres types d'environnements. Ce qu'on appelle assisted living, qui ne sont pas des foyers, mais
qui sont des environnements où les gens ont plus de services. C'est souvent une première étape avant d'aller dans un foyer. Comment on fait un diagnostic? Le diagnostic d'une démence est basé beaucoup sur ce que les membres de famille nous rapportent. Alors, quand quelqu'un présente avec des troubles de démence, c'est très important d'avoir l'impression des gens autour d'eux. Parce que les gens eux-mêmes avec une démence reconnaissent peut-être, ou pas toujours, leur déficit. Donc, on a besoin de l'information de l'extérieur sur qu'est-ce qu'ils voient. On fait une histoire médicale, on regarde le passé psychiatrique, on revoit les médicaments. Parce que même il y a beaucoup de médicaments qui peuvent avoir des effets sur le cerveau, comme effet secondaire. Alors, des médicaments pour la tension artérielle, des antidépresseurs, des médicaments qu'on utilise pour des allergies. Il y a un paquet de choses comme effets secondaires qui peuvent affecter la mémoire. Donc, une bonne révision des médicaments est très utile. On veut voir la présentation, combien de temps ça se présente, comment ça évolue. Et on veut voir c'est quoi le niveau fonctionnel. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne peut faire et ne pas faire. On veut faire la différence entre ce qu'on appelle démence. On veut s'assurer que quelqu'un ne fait pas de la dépression. Parce qu'une dépression, c'est quelque chose qu'on peut corriger et très vite. Ou encore quelque chose appelé délirium. Alors, délirium, c'est un changement soudain des fonctions cognitives. Alors, on voit souvent ça, des gens hospitalisés, alors quelqu'un est très très malade, on les admet à l'hôpital, ils savent plus où ils sont, ils ont des hallucinations. Et c'est une réflexion qu'un problème de santé est en train d'infecter temporairement la fonction du cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est réversible. Il y a des outils qu'on utilise pour quantifier les démences. On a des tests, dont un qui s'appelle Mini-Mental Status Exam, le MMSE, et on a un autre qui se ressemble beaucoup, qu'on appelle Montreal Cognitive Assessment. Alors ça, c'est des questionnaires qu'on fait en bureau. Alors, on demande aux gens de faire des tâches qui sont plus ou moins simples. On leur donne 3 mots à se souvenir. On leur demande c'est quoi l'adresse, c'est quoi la date de la journée. On leur demande de dessiner des horloges, on leur demande de dessiner des pentagones. On fait une variété de choses, des exercices mathématiques. Et ce qu'on veut voir, c'est où sont les déficits. Et ça nous donne un chiffre. Et à mesure qu'on répète ce test-là, on peut voir la progression de la maladie. Alors, c'est quelque chose que vous ne soyez pas surpris de voir. On sort une feuille et on fait un test. Et on fait un examen physique. Parce que des fois, l'examen physique va nous donner des indices sur quelle sorte de démence. Alors, on va trouver des choses, des problèmes de thyroïde, on va trouver des choses qui ressemblent à du Parkinson, ou encore des signes d'accident vasculaire. Toute personne qu'on évalue pour démence, on fait des prises de sang, parce qu'on veut aller voir s'il y a des choses réversibles. Alors, on regarde les cellules rouges, les cellules blanches, pour voir pour l'anémie. On regarde pour le diabète, on regarde la thyroïde, on regarde les électrolytes, alors le calcium, le sodium, on veut aller voir s'il y a des déficiences, et en particulier les déficiences en vitamines comme la vitamine B12. Alors, on fait toujours des prises de sang. L'imagerie, alors CT scan, par exemple, pour aller voir si quelqu'un a eu des accidents vasculaires. On ne le fait pas chez tout le monde, mais quelqu'un qui nous donne une histoire ou à l'examen physique, on trouve des signes qui nous font penser à un accident vasculaire, on peut aller faire des CT scans ou des résonances magnétiques. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Il y a un débat. Je dirais que la majorité du temps, le CT est adéquat. Le MRI nous donne pas tout ce qu'on cherche. Il peut nous donner des détails supplémentaires, mais c'est rare que ça change quelque chose.
Il y a un traitement qu'on appelle, il y a une imagerie qu'on appelle SPECT, qui nous donne des images de la fonction du cerveau. C'est surtout en recherche, on n'en fait pas vraiment dans le domaine clinique, parce que ça nous aide, à ce point-ci, ça ne nous aide pas à ajuster le traitement. Le traitement d'Alzheimer, on veut revoir les médicaments et les traitements qui peuvent affecter la mémoire. On fait l'évaluation du fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, pas capables de faire? On regarde aux stratégies d'adaptation. Et ça, c'est des choses comme comment on peut aider quelqu'un à s'habiller le matin. Quelles aides qu'on a besoin pour que quelqu'un puisse être appuyé pour faire des tâches journalières à la maison. Gestion des médicaments comme là-dedans. Souvent, les gens avec l'Alzheimer oublient de prendre leurs tablettes. Alors, on va utiliser des bubble packs. Alors, on parle de toutes ces stratégies. On parle aussi de directives en matière de santé, les testaments, qu'on appelle powers of attorney, que vous allez entendre un peu plus tard ce matin. C'est toutes des choses qu'on fait dans le traitement. On veut s'assurer de la sécurité de la personne. Alors, les gens qui ont des troubles de mémoire sont à risque pour variété de blessures à la maison. Alors, souvent, ils oublient d'utiliser des choses comme, ils oublient d'utiliser, comment utiliser le four. Alors, ils laissent le four allumé, s'il y a un risque d'incendie. Ils vont oublier, s'ils ont tendance à se lever et pendant la nuit, ils peuvent sortir de la maison, ils se perdent. Alors, une variété de choses qu'on fait au niveau de l'évaluation du risque pour s'assurer que la sécurité est là. Dans la sécurité aussi, on regarde la conduite automobile. Surtout en démence précoce, si quelqu'un est très très tôt, ils peuvent être encore sécuritaires à conduire un automobile, mais il arrive à un point où c'est plus sécuritaire et on doit enlever le permis de conduire. Et ça cause des chiens. Et ça affecte la personne. Les gens peuvent être très fâchés, très déprimés. Ça affecte leur capacité à faire des choses, sortir de la maison. Et souvent, quand on enlève le permis de conduire, il faut trouver d'autres stratégies. Alors, ils ont besoin d'aller à l'épicerie. Ils commencent à aller à l'épicerie maintenant qu'ils ont le permis de conduire. Alors, ça déclenche une autre série de supports qui sont nécessaires. Sécurité à la maison, évasion. Alors, on a sur les nouvelles, on entend souvent parler de gens avec des démences qui sont évadés. On ne sait plus où ils sont rendus, ils sont perdus. Alors, on a des stratégies pour, avec la Société d'Alzheimer, pour inscrire des gens qui sont à risque de se perdre. Alors, on prend des photos, l'information de base. Si on retrouve quelqu'un qui est perdu, on peut rapidement les réorienter. On veut regarder les risques liés aux médicaments. Alors, si quelqu'un n'a pas la mémoire pour gérer leur propre médicament, il serait peut-être à risque à oublier de prendre ou d'en prendre trop. Alors, les surdosages de médicaments, c'est une chose qui peut arriver avec quelqu'un qui n'a pas la mémoire. Le risque financier, des gens qui sont en perte, ont des pertes de mémoire, où on a difficulté à évaluer, sont à risque de se faire prendre par des à-coups financiers. On va regarder le support familial aussi, parce que ces personnes-là, à mesure qu'ils perdent la fonction, dépendent de plus en plus des membres de famille. Une partie des évaluations, c'est de regarder qui est à la maison, qui est en train d'aider, et est-ce que ces personnes-là sont à risque de burn-out, de stress, de prendre soin de quelqu'un qui a des besoins importants, et avec le temps peut poser des problèmes chez l'aidant.
quelqu'un, un exemple parfait, si ton époux, épouse se lève souvent pendant la nuit et est un peu partout, va dans le garage, dans la cour, l'époux, épouse, peut-être ne va pas dormir. Il va te réveiller parce qu'ils sont toujours en train de vérifier qu'est-ce qui se passe avec le partenaire. Alors ça, c'est des choses importantes, souvent difficiles à gérer. Les soins à domicile, à un temps ou l'autre, beaucoup de gens ont besoin de ces services-là. On regarde les appuis à la mémoire, alors des systèmes de rappel, des blister packs, des médicaments. On encourage beaucoup des stratégies comme le paiement automatique pour les factures. On encourage les routines. Très, très important. Les gens avec des troubles de démence, la routine les aide. Alors, avoir la même chose qui se passe à tous les jours. Quand on change leur routine de façon dramatique, ils ont beaucoup de difficultés à s'ajuster. Alors, une des choses qu'on nous demande parfois, c'est on veut aller en voyage, on veut aller en croisière et mon épouse a une démence modérée avancée. Est-ce que c'est une bonne idée? Des fois, peut-être c'est pas une bonne idée parce que le changement de routine risque de rendre la personne plus désorientée, plus confuse, plus agitée. Ça peut être problématique. Et la stimulation est importante. Alors, on veut garder les gens actifs. Ça peut maintenir la fonction. L'appui aux aidants naturels. Ça, c'est les époux, l'épouses, famille, amis, sont essentiels au maintien de quelqu'un à la maison. Le stress et l'épuisement, c'est très commun. C'est souvent la source que quelqu'un a besoin d'aller dans un foyer, c'est que l'aidant n'est plus capable de faire son ami. La Société Alzheimer fait beaucoup de travail pour les aidants. Ils ont une bonne programmation pour les gens qui doivent appuyer les gens fortement. Les médicaments, c'est pas parfait, ça ne renverse pas la condition. Ça améliore la mémoire et la fonction jusqu'à un certain point. Et on peut l'utiliser pour traiter des complications. Le plus vieux est l'Alicet de Donepezil. C'est un inhibiteur d'un enzyme qu'on appelle la cholinesterase. Ça augmente un produit dans le cerveau, un messager qu'on appelle acétylcholine. Quand on a plus d'acétylcholine, les connexions entre les cellules se font plus efficacement et ça améliore de façon modeste la mémoire. Indiqué pour les gens qui ont des démences légères à modérées. Les démences avancées ne bénéficient pas beaucoup de ces produits-là pour la mémoire. Ils ont des effets secondaires, dont la nausée est le plus fréquent. Ça coûte cher, 150 $ par mois, sauf qu'il devient générique. Maintenant, alors les coûts vont réduire. Bénéfice modeste sur le fonctionnement. De temps en temps, on a cependant des gens qui disent que l'effet est marqué. On ne sait pas pourquoi. Certaines personnes ont un effet. Deux autres produits qui ressemblent beaucoup, la muvastigline, l'excellent, le réminil, font la même chose, sont très très similaires. On pense que peut-être un bénéfice léger avec les autres types de démence, comme Lewy body et des démences vasculaires. On a un nouveau produit qui s'appelle Ubixa ou Momentanine. Ça fait peut-être 5 ans qui est sur le marché. Il agit sur un autre produit dans le cerveau qui vient améliorer la fonction.
encore une fois, celui-ci, on l'utilise on l'a regardé sur des gens avec des démences déjà sévères. Ça peut être utile, mais encore, c'est encore des petits bénéfices. Aucun des produits est magique. C'est un peu le message à faire. Les bénéfices sont modestes. Et surtout, s'il y a une place, c'est surtout pour les démences légères à modérées. Des produits naturels, il y a toutes sortes de croyances au niveau des produits naturels. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent? Il y en a pas énormément de preuves. Il y a beaucoup d'études avec le ginkgo et on pense que le ginkgo biloba a un effet pour les gens avec des démences légères. Alors, il y a probablement un léger bénéfice. D'autres produits naturels, on n'a pas vu de grands bénéfices. Des fois, on utilise d'autres médicaments pour gérer des comportements. Alors, si des gens ont des symptômes qui ressemblent à des dépressions, on va utiliser un antidépresseur. Si quelqu'un a de l'agressivité, parfois on va utiliser d'autres classes. Quand on utilise des médicaments pour gérer des comportements, ce qu'on vise, c'est d'améliorer la qualité de la vie de la personne. On ne change pas le trouble de mémoire sous-jacent. Avant de prescrire un médicament, on veut savoir qu'est-ce qu'on est en train de gérer. Des fois, avec les démences, les gens ne sont pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentent correctement. Alors, des fois, les changements de comportement peuvent être dus parce qu'ils ont de la douleur, ou ils sont constipés, ou ils ont une infection. C'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en mots ce qu'ils ressentent. Alors, ils vont s'exprimer avec de l'agression, de la frustration. Alors, on veut être attentif à des signes qui nous disent que peut-être il y a un autre problème. De temps en temps, pour des hallucinations, de l'agitation ou de l'agression, on va utiliser des médicaments dans la famille qu'on appelle les antipsychotiques. On n'utilise pas souvent ça parce qu'il y a des effets secondaires assez importants. Mais c'est des fois quelque chose qu'on utilise à court terme pour gérer un comportement qui est très, très problématique. Surtout si ça pose un risque à quelqu'un d'autre. Ce qu'on veut vous rappeler, c'est que la démence, c'est quelque chose de commun. Le nombre de personnes qui vont souffrir de troubles des démences va augmenter à mesure que la population vieillit. L'Alzheimer, c'est la cause la plus fréquente des démences, mais il y a d'autres causes. Il est très important d'avoir une bonne évaluation de la condition au début pour exclure d'autres causes. Puis il est très important de considérer l'environnement et comment les gens sont appuyés. Évidemment qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire à comprendre cette maladie-là et mieux de la gérer. C'est pas mal les messages clés.